La violence éducative ordinaire, c'est toute cette somme de comportements soi-disant éducatifs que l'on va mettre en œuvre pour soi-disant éduquer un enfant, c'est-à-dire l'accompagner pour qu'il devienne un être adapté, conforme un petit peu à ce qu'on attend de lui, qui a ses chances de réussir dans la vie, etc., etc. Le conditionnement? Donc oui, c'est en clair, en un seul mot, ça serait ça, ça serait le conditionnement. Sauf que plutôt que d'accompagner avec bienveillance, eh bien, dès le plus jeune âge, on va emmener l'enfant dans une certaine violence, c'est-à-dire quelque chose qui va aller à l'encontre de ses besoins fondamentaux. Et c'est très tôt que ça peut démarrer, puisque j'ai appris avec Frédéric Leboyer notamment que même la naissance peut être une violence, même la vie fœtale parfois peut en être une. Il y a un homme que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Arthur Janov qui a passé toute sa vie à étudier les séquelles, les conséquences laissées par cette période vie fœtale, naissance, petite enfance. Et il a beaucoup étudié de cas sur que deviennent les comportements d'un humain qui a souffert pendant cette vie précoce. Et ensuite, cette violence éducative ordinaire, elle va se manifester vraiment par cette relation de domination sur l'enfant, parce que nous, les adultes, se positionnent comme des maîtres à penser, maîtres à faire, maîtres à être. Donc, pour que l'enfant obéisse à cette logique-là, eh bien, on va utiliser toutes sortes de réprimandes, de punitions, de cris, d'obligations, de récompenses, etc., etc. Et donc Que ce soit oui. du côté des enseignants ou du côté des parents finalement. Cette Oui, notion de dominance et d'être là pour dire c'est moi donc il faut m'écouter, oui, ça va tout des à deux fait. côtés, quoi. Tout à fait. C'est une très vieille histoire. Donc il y a certains historiens qui pensent que elle a 10 000 ans à peu près, cette histoire-là, parce que on estime que peut-être chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas cette dimension, que l'enfant était assez écouté dans ses besoins et dans une sorte de continuum naturel entre ses besoins et son environnement. Mais à partir du néolithique, de la sédentarisation et d'une sorte de stress et de pression qu'il y a eu autour de la propriété privée, des cultures, de réussir un élevage, une production, etc., l'enfant a été mis à contribution. Alors il y a plusieurs facteurs, il a été mis à contribution. En plus, les naissances se sont rapprochées. Donc il y a peut-être eu aussi de la violence éducative qui s'est immiscée dans des relations plus complexes, plus difficiles dans les familles, etc., etc. Donc il y a une espèce comme ça, de logique qui s'est installée depuis donc fort longtemps, puisque quand on étudie les textes les plus anciens, on va se rendre compte que même dans des textes datant de l'Antiquité, déjà on préconise que l'enfant soit fouetté, frappé, malmené, s'il n'apprend pas correctement, par exemple. Donc, Ah ouais, quand même. oui, ah non. Ah ouais, d'accord. Vraiment, il y a un universitaire qui a étudié beaucoup de textes, c'est Olivier Morel. Mhm. Et il a mis en évidence à quel point dans toute la littérature humaine, on va retrouver cette préconisation d'être dans une posture de domination de l'enfant, et l'enfant doit obéissance aux adultes qui sont là autour de lui. C'est impressionnant. Ce qui veut dire que c'est finalement quelque chose de naturel qu'on se transmet de génération en génération depuis 10 000 ans, quoi. Absolument. D'accord. Et malgré le fait que ça a changé de forme, qu'il y a des pédagogies différentes peut-être qui sont nées, qu'il y a eu des penseurs, des chercheurs qui ont préconisé ceci ou cela, il y a ce principe de domination de l'enfant, il est quand même assez constant dans toutes les civilisations. Mhm. Donc peut-être ceux qui échappent à cette logique, c'est certains peuples premiers qui sont restés très dans ce continuum de la nature, mais tous les peuples civilisés ont cette défaillance, hein, pour moi, d'être maltraitant à l'égard de l'espèce à travers l'enfant.